D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, tous nos manchots se ressemblent, et du coup, c'est assez compliqué de les différencier les uns des autres du premier coup d'œil. On pourrait les identifier grâce aux petites taches noires qu'ils ont sur la poitrine. En effet, chez eux, c'est une véritable carte d'identité, car aucun manchot ne porte les mêmes taches. Mais là encore, c'est un peu trop compliqué, et surtout, cela nous prendrait trop de temps. Du coup, eh bien, nos soigneurs leur ont mis des bagues de couleur au niveau des palettes natatoires. Un code couleur est attribué à chaque manchot, ce qui nous permet de les identifier beaucoup plus rapidement en cas de besoin. Tous les ans, dans la colonie, nous avons également des naissances de jeunes manchots. Les jeunes manchots sont très reconnaissables parce qu'ils n'ont pas encore ce fameux œil noir renversé sur la poitrine. Ils ont également une tête beaucoup plus foncée que les adultes et un plumage plus argenté. J'en ai vu un tout à l'heure et je l'ai perdu de vue. Voilà, à côté de la balle, à gauche de la balle sur la berge, plus loin, vous avez un jeune. Mais tous les ans en été, eh bien, tous les manchots vont muer, les jeunes comme les adultes. Et donc l'année prochaine, après leur première mue, les jeunes manchots auront exactement le même plumage que leurs parents. Alors attention, ils ne sont pas encore adultes puisqu'ils vont d'abord passer par un stade que l'on appelle immature, ce qui équivaut un petit peu à l'adolescence pour nous. Sauf que chez les manchots, eh bien cette adolescence, elle ne va durer que 2 ans. Et ils pourront se reproduire à partir de l'âge de 3 ans. D'ailleurs, chez eux, il faut savoir que 90% des couples restent ensemble à vie. En effet, chez les manchots, le couple se sépare uniquement si la reproduction ne fonctionne pas. Ils iront alors chercher un autre partenaire avec lequel cela pourrait mieux marcher. Et chez eux, il n'y a pas non plus de saison de reproduction. En effet, ils peuvent se reproduire tout au long de l'année suivant la quantité de nourriture disponible. Aux os, eh bien, ils vont pouvoir nicher dans toutes les petites cavités que vous voyez tout autour de moi. Ce sont des nids artificiels, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons construits. Mais autrefois, dans la nature, eh bien, les manchots nichaient dans du guano. Le guano, eh bien, ce sont les fientes, les excréments des oiseaux marins. Et de génération en génération, eh bien, ce tas de guano pouvait atteindre jusqu'à 50 mètres de haut, car toute la colonie venait faire ses besoins au même endroit. Ensuite, eh bien, les mâles allaient dans ce tas de guano pour y modeler leur nid grâce à leur palette natatoire. Et une fois le nid construit, eh bien, les femelles allaient y pondre leurs œufs. D'œufs en général, que le mâle et la femelle couvaient alternativement, c'est-à-dire l'un après l'autre pendant 41 jours. Alors si vous avez bien écouté, j'ai parlé au passé. Tout simplement parce qu'entre-temps, eh bien, les hommes se sont rendus compte des vertus bénéfiques du guano en tant qu'engrais et se sont mis à l'exploiter jusqu'à quasiment le faire disparaître. En 25 ans, c'est 20 millions de tonnes de guano qui ont été exploitées. Et si cela a rapporté 2 milliards de dollars au Pérou, eh bien cela n'a strictement rien rapporté aux manchots. Bien au contraire même, puisqu'ils ont dû s'adapter et trouver d'autres endroits pour nicher, comme le sable ou les cailloux par exemple. Le problème, c'est que dans ces substrats-là, donc ces sols-là, eh bien les œufs les jeunes sont beaucoup plus visibles par les prédateurs. On a donc constaté une augmentation de la prédation et une baisse de la reproduction chez cette espèce. C'est d'ailleurs ce qui fait du manchot de Humboldt l'espèce de manchot la plus menacée au monde. En effet, ils étaient autrefois plus d'1 million, ils sont aujourd'hui moins de 7000. C'est également une espèce que l'on reproduit plutôt bien en captivité, et c'est la raison pour laquelle c'est l'espèce de manchot que vous trouverez le plus souvent en parc zoologique. Cela nous permet de garder une réserve d'animaux que l'on espère un jour pouvoir réintroduire dans leur milieu naturel. Voilà donc pour l'animation des manchots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais ressortir de l'enclos, ce sera plus simple. Sinon, je souhaite à tous de passer une excellente journée aux Zonas des Villes, sans oublier à 11h30 le spectacle des perroquets. Bon, d'accord. On va dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. Justement, je vais vous les présenter un petit peu. Tout à ma gauche, qui nous tourne le dos, c'est pas très poli tout ça. C'est Quito. Juste derrière moi, c'est sa femelle, Arago. Et tout à ma droite, nous avons Roméo. Tu dis bonjour? Non, c'est l'autre. Bien. Alors, mes 3 perroquets, eh bien, ce sont tous les 3 des haras. Mais il existe en tout 300 espèces de perroquets différentes. Et parmi ces 300 espèces, eh bien, 150 d'entre elles sont malheureusement très menacées de disparition dans leur milieu naturel. Les 3 menaces qui pèsent sur les perroquets, eh bien, c'est tout d'abord la chasse. Comme vous pouvez le voir, ils ont de très belles plumes colorées. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux sont tués dans leur milieu naturel pour récupérer ces plumes qui sont ensuite, utilisées pour faire des objets de décoration comme des coiffes, par exemple, qui sont par la suite revendus aux touristes. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire très attention aux souvenirs que l'on rapporte à nos proches de nos voyages.
La deuxième menace qui pèse sur eux, c'est le trafic. Alors encore une fois, ce sont de très beaux oiseaux, très intelligents en plus, que beaucoup aimeraient en avoir chez eux, sans savoir que ça peut hurler même à 3h du matin. Et malheureusement, encore une fois, beaucoup d'entre eux sont capturés directement dans leur milieu naturel pour être revendus ensuite en tant qu'animaux de compagnie. Donc si un jour vous souhaitez acquérir un perroquet chez vous, pas de problème. Par contre, s'il vous plaît, faites bien attention à sa provenance. Par exemple, ici, tous les animaux sauvages que vous verrez, eh bien, sont tous nés en captivité. La dernière menace qui pèse sur eux, c'est la déforestation. En Amérique du Sud, là où sont originaires la plupart des perroquets, si on rase la forêt, c'est soit pour faire des champs de soja, soit pour faire des pâturages pour le bétail. Alors ici, on a la chance d'avoir un petit messager qui va nous montrer ce qu'il faut faire de tout ça. Notre petit messager, c'est Quito. Une fois qu'elle aura fini de déforester son perchoir. Je me fais gronder en plus. C'est bon, t'es prêt? Tu viens? On y va? Bien. Doucement mais sûrement, n'est-ce pas? Oh oui. Alors Quito, montre-nous. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces 3 menaces? On ne veut plus de la chasse. Vous êtes d'accord avec lui? Tout va bien, on peut continuer. Le trafic, monsieur Quito. On n'en veut plus non plus. Et la déforestation, qu'est-ce qu'on en fait, Kiki? Et sa vitesse maximum. On n'en veut plus non plus. Et si on n'arrête pas tout ça, qu'est-ce qui se passe pour les perroquets sauvages, Quito? Bien, effectivement, c'est la fin des perroquets sauvages. Merci, Quito, pour ce petit message. Je crois qu'ils sont trop timides pour pas t'applaudir. Vous vous rendez pas compte, vous, si vous les applaudissez pas, après ils se frustrent et ils veulent plus travailler. Ils sont très susceptibles, les perroquets. N'est-ce pas? Bah oui. Je vous connais par cœur. Tu viens? Tu vas te reposer un petit peu. Bien. C'était Quito. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Hop là. Tu descends? Bien. Alors Quito va se reposer un petit peu parce qu'il reviendra un peu plus tard pour faire du sport. Et oui, nos perroquets aussi savent faire du sport. En attendant, nous on va jouer à un jeu qui s'appelle le Bonto. Et je suis sûre que vous connaissez tous ce jeu. Apparemment oui. Il n'y a pas de honte à dire non, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous manger. Moi quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas non plus du tout ce jeu. Mais je vais vous expliquer le principe. Pour y jouer, il me faut tout d'abord 3 petits bols verts. Jusqu'ici tout va bien. Voyez où je veux en venir? D'accord. Il me faut également un objet à cacher, alors nous c'est toujours une grenouille. D'ailleurs on peut aussi appeler ça la chasse à la grenouille, c'est un petit peu plus rigolo. Et évidemment pour chasser la grenouille, il me faut un chasseur de grenouilles. Bien, qui est juste ici. De toute manière il était désigné volontaire, n'est-ce pas? Ça tu le savais pas, tu viens? Bien. Hop là. Alors cette grenouille, Roméo il va devoir la retrouver 3 fois. Il va falloir me dire où je la cache. Au milieu, à droite ou à gauche. À droite. Bon. Difficile. Va falloir te concentrer, mon petit Roméo. Alors, elle est où? Ouh là là, on l'a échappé bête. Bien, mais que tu es fort. Bravo, Doudou. Alors, pour la deuxième fois, vous voulez que je la cache où? Au milieu. Facile, c'est comme à l'entraînement. Hop, à toi de jouer. Bien, mais que tu es fort. Alors attention, vient le moment où c'est moi qui choisis où je la cache et je compte sur vous pour la trouver avant Roméo. Vous êtes prêts? Tu as toutes tes chances, ils sont tous endormis. C'est parti. Alors, elle est où? Bien, bravo tout le monde et bravo à toi aussi Roméo. En fait vous faisiez semblant de dormir pour lui faire croire qu'il allait gagner. Ils sont pas sympas avec toi. Je te rassure, t'es quand même un champion. Tu es le champion de mon cœur. On n'est pas compte, je suis obligée de lui dire, sinon après, lui aussi il se frustre et il veut plus travailler. Tu viens? Bien. Youp-là. Tu descends?
Roméo, tu descends. Ça va être compliqué de faire tout le spectacle comme ça. Tu descends? Bien. Eh ben, c'est plus compliqué. Hein. C'était Roméo. Alors, Roméo, c'est le champion de la chasse à grenouilles. Mais pour le tri des déchets, c'est autre chose. Si vous saviez dans quel état il m'a mis la table, en mettant tous ces déchets de petites noix et de petites noisettes un petit peu partout. Rassurez-moi, les déchets, on les jette tout normalement. D'accord, il y a 5 personnes qui jettent leurs déchets à la poubelle. Les autres, j'aimerais pas aller chez vous. Hein. Bon, je plaisante. Effectivement, on les jette à la poubelle. Est-ce qu'on les jette tous dans la même poubelle? Non. Alors ici aussi, on pratique le tri sélectif chez les perroquets. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, pour pratiquer le tri sélectif, il me faut également 3 petites poubelles différentes. Alors, hop. Dans la poubelle jaune, ici, on y met le papier. Dans la poubelle bleue, nous y mettons le plastique. Facile. Hop. Et dans la dernière poubelle, la poubelle verte, on y met le verre. Alors, on est d'accord, ce n'est pas une vraie bouteille en verre. C'est une bouteille en verre en plastique. Et vous comprendrez bien qu'il serait beaucoup trop dangereux de mettre une vraie bouteille en verre pour des perroquets. On va faire tout comme. Alors ici, celle qui sait très bien trier les déchets, c'est la seule femelle du groupe. Tu viens? Bien, ici à Racocotte. Youpla. Allez, à Racocotte. Les déchets sont sur la table, ils t'attendent. À toi de choisir ton déchet et le mettre dans la bonne poubelle. Évidemment, je compte sur vous pour l'aider un petit peu, elle est encore en plein apprentissage. N'est-ce pas? Alors, Raco, tu prends quel déchet en premier? La bouteille en plastique, très bien. Vous vous rappelez où est-ce qu'on la jette? Dans la bleue. Facile. Et n'oublie pas de refermer la poubelle. Bien. Ah, cocotte, deuxième déchet. Enfin, je te montre celui-là, mais tu peux aussi prendre celui-là. T'as fini de faire ton intéressante. On pas chasser, c'est plus stylé. La bouteille en verre, vous vous rappelez où est dans laquelle on la jette? Dans la verte. Facile. Bien. Dernier déchet, ma petite aracocotte. Dis donc les deux là-bas, là. Tiens. En moonwalk, on a tout appris à Michael Jackson. Évidemment, cette boulette en papier, on la met dans la poubelle jaune. Bien. Que tu es forte, ma petite aracocotte. Comme quoi, si un perroquet peut le faire, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, la prochaine fois, tu le feras toute seule, sans l'aide du public. Hop là. Étant donné qu'Araco a très bien travaillé, non seulement elle a le droit à des petites récompenses alimentaires, comme des morceaux de noix, de noisettes, ou même d'amandes, même des graines de courge, on leur donne, et bien elle a aussi le droit à une petite pièce, parce que tout mon travail mérite salaire, bien évidemment. N'est-ce pas, Racocotte? Et à ta petite pièce. Et quand on veut faire des économies, on les met où nos pièces? Dans la tirelire. Ça va, il y en a un peu plus qui veulent faire des économies. Alors, Araco a de la chance parce qu'elle a une tirelire aussi grosse qu'elle, une tirelire en cochon. Et parce qu'Araco, en fait, elle a un rêve dans la vie, c'est de partir à la retraite au soleil à Dunkerque. Bien. Et oui, on lui a pas dit, hein. Oups. Tu sais que ta tirelire a un trou? Bon alors, si on secoue un peu la tirelire, il n'y a pas grand chose dedans. Tout simplement parce qu'Araco, ça reste une femelle, elle a toujours du mal à faire des économies. Dernièrement, elle a craqué sur la toute dernière paire de patins à roulettes. Allez, Aracocotte. Moi, je t'attends au bout. Bon, elle débute, hein, c'est pour ça qu'elle peut pas aller très très vite. T'es prête? Arrivée ici, on fait un demi-tour. Une petite pirouette. T'es prête? Allez, pirouette. T'as du mal, hein? C'est bon? T'es dans l'axe? Allez, on fait le retour. Allons-y. Oui, je t'enlève les petits déchets qui restent, sinon tu vas pas être très contente. Maniaque comme tu es.
On y est presque. Attention, parce que là, il y a le bord. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sauter jusque là-bas? Vous croyez qu'elle peut? Vous êtes bien notre tennis. Bon, on va essayer. T'es prête? Allez, 1, 2 et 3. T'es toujours là. On la refait? Bon, d'accord. Dernière fois. 1, 2 et 3. Je savais bien que t'étais qu'un grand bec. C'est bien, Rako. Tiens. Vous pouvez l'applaudir très fort. Même si elle a raté. Tu viens? Bien. C'était Rako, la reine du décollage raté. Et la championne du patin roulette et du tri sélectif. Alors en fait, c'était un petit peu biaisé. Rako, il ne pouvait pas s'envoler, tout simplement parce que tous nos perroquets, eh bien, ils sont rémigés. Alors, lorsqu'on dit qu'on les rémige, ça veut dire qu'on couple, qu'on coupe quelques plumes qu'ils ont au bout des ailes. Ces plumes-là, on les appelle des rémiges. Je vous rassure, ça ne leur fait pas du tout mal, puisque les plumes sont constituées de kératine, comme nos ongles ou encore nos cheveux. Et d'ailleurs, comme nos ongles ou nos cheveux, ça repousse, c'est pourquoi il faut le refaire assez régulièrement pour pas qu'ils s'envolent. Si on a choisi de leur couper les plumes, c'est uniquement une question de sécurité. Vous avez pu voir lors de votre visite depuis ce matin, nous n'avons pas que des perroquets aux eaux d'Amnéville. Nous avons également beaucoup de carnivores, comme les lions, les tigres ou bien encore les ours, qui se feraient un plaisir d'accueillir un de nos perroquets dans leurs enclos. Exemple, tu donnes aux enfants? Non, mais dis donc. Allez, tu peux descendre. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Tu as quelque chose? Il n'y a rien du tout. Kito! You! Allô la lune, ici la terre. Ça connecte. Tu descends? Allez loulou. Bien. Ah là 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 là, sacré perroquet. Bon Kito, maintenant que tu es bien échauffé, tu vas pouvoir nous montrer comment tu sais faire du vélo. Et alors attention, parce que Kito, lui, il a un vélo aussi assez spécial. Il a le droit d'avoir un super vélo pirate. J'ai voulu le mettre taille humaine, mais il ne faisait pas. Malheureusement. Hop là, on vérifie que tout fonctionne. Parce que Kito, quand il veut pas travailler, il fait dérailler la chaîne. N'est-ce pas? Kiki, laisse donc la feuille. Il est là ton vélo. Tu boudes? Tu boudes? C'est vrai? Bah alors. Allez, monte sur ton bolide, moi je t'attends au bout. Quand il est sûr, connaît plus personne. Allez, roule ma poule. Alors une fois qu'il arrive au bout, faut lui dire stop, sinon lui il s'arrête plus, il tombe et je me fais bon. Allons-y. Stop. Bah t'as pas entendu? Bien Kito. Il va vous faire croire qu'il vous a même pas entendu. Hein. Pourtant ils l'ont dit assez fort. Hein. Tu me fais trop rire avec tes petites pattes. Allez, vas-y, monte sur ta trottinette. Et nous, on va au bout. Et pas trop vite, on a peut-être un gendarme dans les grains. J'ai pas envie de payer ta prune. Et dis donc, tu me prends pour un jambon? C'est pas comme ça qu'on fait de la trottinette. Stop! Bah t'as pas entendu, ton dit stop. Bah il va nous faire croire qu'il a un accident maintenant. Bien. Sacré Kito. Et quel simulateur. Et bien voilà, c'est sur cette petite simulation d'accident que s'achève notre spectacle. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée aux eaux d'Amnéville, sans oublier à 13h30 le spectacle des otaries. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, je vous demande quelques instants d'attention. Dans 15 minutes, vous pourrez assister au spectacle d'Otari. Rendez-vous donc dans 15 minutes à notre spectacle d'Otari situé dans la baie des Lions de Mer, direction Plaine Africaine. What's next?
petite chouka qui est corvée aujourd'hui. Merci beaucoup, chouchou, c'est super. Alors bien sûr, en parc zoologique, quand on a un soupçon et qu'on pense qu'une otarie a mangé un déchet, eh bien on va appeler nos vétérinaires, car en parc zoologique, on entraîne nos animaux pour le médical. Grâce à ça, on va pouvoir faire des radiographies de nos otaries, que ce soit de la mâchoire ou des nageoires. On va aussi pouvoir faire des prises de sang, vérifier les dents, et on va même pouvoir faire des échographies. Donc on va imaginer qu'on soupçonne une otarie d'avoir mangé un déchet, et vous allez voir, on va lui demander des positions très simples, car elle est entraînée tous les jours à faire ses exercices, et vous verrez que ça se fait très très facilement. Alors pour ça, on a besoin d'un petit peu de matériel. Greta nous a rejoint. Donc nous avons une fausse sonde à échographe comme celle-ci. On va demander à Greta de s'allonger, de manger déjà. Prends le temps, hein. On ne sait jamais. Elle n'a pas eu son café? Ouais, moi non plus. Ah si, je l'ai eu. Donc, Greta, tu te couches. Près de l'eau, c'est bien, comme ça, si je glisse. On va lui demander de se tourner. Je fais le rôle du vétérinaire, bien sûr. J'arrive à avancer. Bonjour. Son soigneur va la prévenir que je vais la toucher, voilà, comme ceci. Alors, là, on va vérifier l'estomac, hein, pour être sûr qu'elle n'a pas avalé de déchets. Donc, je vous rassure, Greta n'a rien avalé à part du poisson. On va aussi pouvoir regarder les poumons, on va pouvoir regarder le foie, les reins, la rate. Et on va même pouvoir écouter le cœur de Greta. Vous voulez écouter son cœur? Merci. Heureusement que vous êtes là, monsieur. Alors, on écoute. Voilà, attention. Vous l'entendez? Ben, vous avez de la chance parce que c'est même pas branché. Mais on peut l'applaudir très très fort. Elle est en pleine forme, Greta. Alors, bien sûr, les échographies vont aussi nous permettre de savoir si nos otaries attendent des bébés ou non. Pour l'instant, on ne sait pas encore. On va attendre au mois de décembre, voire peut-être janvier, pour savoir si on a des otaries. D'ailleurs, notre petite Greta nous ramène la poubelle de la baie des Lions-Mères. Merci beaucoup, Greta. Et le geste à faire, bien sûr, c'est les déchets dans la poubelle. En parlant de poubelle, on n'oublie pas, il y en a un petit peu partout dans le parc, notamment en bas de ces gradins. Alors surtout, n'hésitez pas à les utiliser à la fin de ce spectacle. Elles sont là pour ça. Si vous pouvez faire de l'économie d'énergie ou même recycler, c'est très très important, car en ce moment, notre planète, elle en a bien besoin. Si on arrive à prendre ce geste à nos otaries, ça ne sera pas très difficile pour nous. Ça donnait beaucoup à cœur à Greta, on peut l'applaudir très très fort. Alors bien sûr, vous voyez souvent en spectacle donc les otaries faire des numéros. Vous avez vu qu'on peut les entraîner aussi pour le médical. Nous avons conçu notre propre boîte noire d'avion qui est celle-ci. Alors je sais, elle n'est pas noire, elle est orange. Mais en fait c'est normal parce qu'en réalité les boîtes noires d'avion, elles ne sont pas noires, elles sont oranges. Maintenant je vais avoir besoin de vous pour savoir de quel côté je lance la boîte noire. Par là? Le monsieur qui est hyper motivé depuis tout à l'heure, on va l'écouter. Donc vous voulez de ce côté-là? D'accord. Donc June, tu te caches. Elle se cache. Cachée. Non, cachée, pas tricher. Oui. Non, parce que je la connais, hein. La première naissance, ça fait 11 ans qu'on est habitué d'être avec elle, là. Et elle triche. Si, dans la grotte. Toi, je te dis, elle essaye de tricher. Hop, dans l'eau, genre, je vois rien. Donc, c'est bon. Bon, on va essayer d'avancer vers là-bas. Hop. Maintenant, on va attendre à peu près 2 heures pour qu'elle coule. Non, je vous rassure, elle va couler très, très vite. Bon, alors déjà, moi, là, je ne la vois plus. Il faudrait me dire quand est-ce qu'elle touche le fond du bassin. C'est bon? Alors, c'est parfait. Vous allez voir que sur simple demande du soigneur, June va aller chercher la boîte noire. Oui, on attend. Ça y est, June, c'est à toi. Et elle est partie, hop, elle revient. Et elle est là récupérée. Alors, il faut savoir qu'en plus d'avoir une très très bonne vue sous l'eau, les otaries vont utiliser leur moustache qu'on appelle vibrisses. En fait, c'est un petit peu comme nos doigts, ça leur permet d'analyser la taille et la forme de l'objet. On peut encore une fois l'applaudir très très fort. Allez, maintenant, on
sûr, vous allez être très motivés. Est-ce que vous connaissez le nom du cri de l'otarie? Effectivement, l'aboiement. C'est génial, vous savez tout. Effectivement, l'aboiement. Et en fait, avec l'aide de la sono, on va vous faire écouter 3 cris différents. Et il va falloir retrouver celui de l'otarie de Californie, comme June. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que la sono est prête? Alors c'est parti pour le cri numéro 1. On retient bien le cri numéro 1. Maintenant c'est au tour du cri numéro 2. On retient bien le cri numéro 2. Et maintenant c'est au tour du cri numéro 3. Allez, c'est parti pour les votes. Qui pense que le cri numéro 1 c'était celui de l'otarie? Ok. Cri numéro 2. D'accord, oui, vous avez levé la main, j'ai vu. Cri numéro 3. Non? Bon, effectivement, cri numéro 3, si je me rappelle bien, c'était l'hippopotame, donc non, rien à voir. Jules en plus, ne ressemble pas du tout. Tous ceux qui avaient voté pour le cri numéro 2, il y avait un petit garçon là-bas qui a voté pour le cri numéro 2. Bah, c'est perdu. Peut-être chimpanzé. Donc rien à voir. Donc, forcément, le cri numéro 1, c'était bien le cri de l'otarie. Donc je vous l'ai dit, c'est le cri de l'otarie de Californie. Et d'ailleurs, c'est la magnifique voix de notre belle June. June, c'est à toi. Je suis pas sûre qu'elle va aimer si je vous rapproche. Superbe vocalise, on peut l'applaudir très très fort. Elle peut participer à The Voice. Ouais, elle pourrait. Donc voilà, vous savez maintenant comment on apprend les exercices aux otaries. Et sa belle Maya qui elle pèse 121 kg. Donc c'est des beaux animaux qui se portent bien. Vous allez pouvoir les voir d'un peu plus près. Le temps pour ma collègue de se mettre en place. Surtout vous, n'hésitez pas à l'encourager, à taper des mains, hein, ça va vous réchauffer aussi. Donc Watson et Maya sont prêts. Candice va être prête. Et je vous laisse regarder. I'm
souvent paraître violent. Pourtant, il existe une manière très simple de faire la différence entre un jeu et une vraie bagarre. En effet, lorsque les gorilles grognent en même temps, eh bien c'est qu'ils jouent, puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien chez le gorille, le grognement est un signe d'apaisement et de tranquillité. À l'inverse, s'il tousse, eh bien là, c'est un signe de mécontentement et d'agacement. D'ailleurs, faites bien attention, si l'un de nos gorilles vous regarde avec les membres tendus et les lèvres pincées laissant apparaître ses dents, eh bien je vous conseille vivement de vous éloigner des vitres, car la charge est imminente. C'est d'ailleurs pour éviter d'énerver le gorille que nous vous demandons de rester silencieux dans la galerie, ainsi que de ne pas taper contre les vitres de leurs enclos. Le but étant bien évidemment de respecter leur calme et de garder nos gorilles les plus sereins possibles. Lors du nourrissage, ces interactions elles sont moins fréquentes. En effet, nos gorilles sont beaucoup plus concentrés sur ce que l'on vient de leur distribuer plutôt que sur leurs congénères. Majesté, voici le peuple du vent. Et ces derniers vous présentent des rapaces nocturnes. Ce sont des chouettes et des hiboux. Eh bien, chères demoiselles, messieurs, je vous laisse maintenant faire démonstration. Et je vais bien sûr vous présenter tous ces rapaces nocturnes, Majesté, en essayant de ne pas me tromper. Je suis comme vous, je les découvre. Sont présents parmi nous dans le royaume deux petites chouettes de l'Oural. Une chouette arfan des neiges, une chouette à lunettes, un grand duc du Bengale. Quant aux cavalières, elles vous présentent une chouette lapone ainsi qu'un grand duc d'Europe. Observez-les bien, Majesté, car on distingue les hiboux, les chouettes, par le pinceau de plumes qu'ils portent de chaque côté de leur tête. On appelle cela des aigrettes, et les chouettes, elles en sont dépourvues. Sachez également que chouettes et hiboux sont capables de faire presque volte-face avec leur tête. Attardons-nous quelques instants sur le grand-duc à présent. Il est le plus grand des oiseaux de proie nocturne, il est donc très puissant, et l'aigle lui-même n'ose pas trop s'y frotter. Ce grand prédateur se nourrit de rongeurs, bien sûr, mais également parfois de quelques renards d'eau. Ceci étant dit, le grand-duc reste un hôte paisible de nos forêts. Et c'est lui qui berce nos nuits de son doux ululement. Eh bien, Majesté, il semblerait que nous soyons presque arrivés au terme de cette première démonstration. Deux petites chouettes, vraisemblablement, ont décidé de monopoliser toute notre attention. Voici la première au point de son fauconnier, la seconde hésite encore. Peut-être, peut-être pas. Merci, chère demoiselle. Et ma foi, je l'espère tout comme moi, Majesté, vous êtes sous le charme, car sachez-le, d'autres surprises, bien sûr, nous attendent encore. Pour le moment, et s'ils le veulent bien, je vais demander à nos chers concitoyens d'encourager le peuple du vent par quelques applaudissements. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'ils leur iront droit au cœur. Du sud, il s'agit du grand serpentaire, le seul rapace qui peut s'attaquer aux serpents et éviter leur redoutable venin. Chers concitoyens, je vous présente Gabi. Gabi est une toute jeune femelle et vous allez le voir, elle va nous offrir une démonstration d'une chasse aux serpents. Nous prouvons ainsi que le serpentaire chasse en marchant jusqu'à 7 lieues par jour. Ceci étant dit, il peut également planer aisément dans le ciel. Hormis les serpents, eh bien, il se nourrit de rats,
de lézards, de scorpions et également de quelques insectes. Et lorsqu'il s'attaque à un gros serpent, eh bien souvent il déploie ses ailes et ce pour l'impressionner. Sa victoire est quasi certaine. Le serpent a bien peu de chances de pouvoir le mordre à travers son plumage épais. Le coinçant avec sa patte, le serpentaire achève sa victime d'un coup de bec en lui cassant les vertèbres. Elle vous cherchait, jeune homme. Eh bien, merci, messieurs, et bravo. Merci surtout à Camille. C'était une démonstration fort amusante et nous avons eu grand plaisir à faire sa connaissance. Je vous laisse bien sûr quitter le royaume en sa compagnie. Et Majesté, je vais maintenant vous inviter à porter votre regard sur la gauche, tout en haut de notre royaume. Voici venir le plus grand rapace du monde. Peut-être l'aurez-vous reconnu. Il s'agit du magnifique condor des Andes. 3,20 m d'envergure pour un poids de 13 kg. Le condor niche sur de hautes falaises à 3000, voire parfois même 5000 mètres d'altitude. Il se nourrit de cadavres de gros animaux et tenez-vous bien, il peut vivre jusqu'à l'âge canonique, s'il en est, de 90 ans. Majesté, qu'avez-vous pensé de cette gracieuse apparition? Impressionnant, non? Eh bien, vous n'avez encore rien vu, parce que ce sont maintenant de grandes chasseresses qui vont nous rejoindre. Oh, elles sont certes plus petites que notre mâle condor, mais non moins redoutables, et surtout lorsqu'elles chassent en groupe. Et voici, il s'agit des buses de Harris. Voyez comme elles sont hautes sur pattes. Ça leur permet ainsi de poursuivre les grosses proies qu'elles auront préalablement débusquées dans les sous-bois. Et vous l'aurez peut-être remarqué, certains individus sont plus petits que d'autres. Eh bien, il s'agit des mâles. Chez la plupart des rapaces diurnes, le mâle est d'un tiers plus petit que la femelle. C'est donc la raison pour laquelle on l'appelle le tiercelet. La femelle, quant à elle, est appelée forme. Dans le langage de la fauconnerie, on parlera donc d'un tiercelet de Harris ou d'une forme de Harris. Et il en est de même chez la plupart des autres rapaces diurnes. Eh bien, Majesté, certaines de ces jeunes buses sont assez non loin de nous. Et il ne me semble pas avoir lu de la peur dans vos yeux, mais plutôt de l'intérêt. De ce fait, j'en suis fort aise, petit à petit, chers concitoyens, notre souverain retrouve le sourire. Et c'est à vous que nous le devons, amis du peuple du vent. Alors, une fois de plus, eh bien, nous allons vous saluer par quelques applaudissements bien mérités. Nous nous retrouverons plus tard, chère demoiselle, car il faut faire place nette. Maintenant, Majesté, le peuple du vent a décidé de vous présenter l'une des 3 plus grandes espèces d'aigles du monde.
Il l'a lui-même surnommé le géant du ciel, c'est vous dire. Voici le pigargue de Stellaire, encore appelé pigargue empereur. C'est la belle Tadji qui nous a rejoints. Tadji est donc une femme, vous l'aurez compris. J'attire votre attention sur le bec de cette dernière. Sachez que le géant de Stellaire possède l'un des plus gros becs de tous les rapaces. Cet oiseau est originaire de Sibérie orientale. Il peut atteindre 2,60 m d'envergure et surtout le poids exceptionnel de 9 kg. Il existe 60 types d'aigles. Celui-ci étant l'un des plus grands du monde, il peut donc parfois se montrer imprévisible, certes, mais il est surtout d'une extrême puissance. Je vous rappelle son poids 9 kg pour ce géant du ciel. Et à ma connaissance, Majesté, seul le peuple du vent s'est risqué à maîtriser ce magnifique rapace. Merci messieurs et bravo. Nous avons eu grand plaisir à faire connaissance avec l'impressionnante Tadji. Je vous laisse bien sûr quitter le royaume en sa compagnie car j'aperçois déjà au loin une jeune cavalière qui désire nous rejoindre. Approchez, jeune fille. Montrez-nous donc ce que vous portez dans votre main. Ah, il s'agit d'un traîneau. Le traîneau, c'est cette pièce de cuir sur laquelle est accrochée une proie. Car tel leurs cousins les Mongols, le peuple du vent a rapidement compris qu'il pouvait allier son agilité à celle des oiseaux afin de pratiquer la chasse. Un aigle va donc s'élancer du haut des passerelles et ainsi nous dévoiler l'une de ses techniques de chasse. Et c'est parti! Eh bien, il a chassé vaillamment. Il n'a jamais quitté sa proie des yeux. Il est donc tout naturel maintenant que cet oiseau se restaure. Et on dit alors que le fauconnier fait courtoisie à son oiseau. Eh bien, vraisemblablement, le voici repu, Sayan. Il n'a plus qu'à reprendre le chemin des passerelles. Sayan, Majesté, est un aigle des steppes. Et mes amis fauconniers vont bien sûr avoir le plaisir de vous en présenter d'autres. Les aigles des steppes sont originaires d'Asie centrale. Ils sont de taille moyenne et surtout très endurants. Et parmi eux évoluent deux autres espèces d'aigles. Celui que cette demoiselle vous présente à son point, Majesté, est un aigle bleu du Chili. Un très jeune oiseau, il n'a que quelques mois. Quant à la seconde espèce, eh bien vous la reconnaîtrez aisément à sa jolie tête dorée. Elle le survole à l'instant. Il s'agit de Saïla. Saïla est une forme d'aigle impériale. La revoici. Les aigles chassent des marmottes, des gerbilles, d'autres oiseaux, bien sûr, et même parfois quelques reptiles. Parlons maintenant des plus jeunes d'entre eux. Généralement, ils chassent peu.
Ils préfèrent voler de la nourriture à d'autres prédateurs, ou bien encore dépecer une carcasse en compagnie des vautours. Il s'agit des pigargues. Pigargue à tête blanche et pigargue à queue blanche. Les deux espèces sont ici représentées car ce sont deux espèces cousines. N'acquériront leur plumage définitif qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire vers 4 ou 5 ans. Avant cela, on parlera d'un plumage juvénile et les plus jeunes d'entre eux, là aussi vous les reconnaîtrez aisément. Ce sont ceux qui possèdent le plumage le plus sombre. Effectivement, 2,40 m d'envergure, pour un poids avoisinant tout de même les 6 kg. Et les pigargues ont une particularité, c'est celle d'être de grands solitaires, extrêmement territoriaux. En réalité, dans la nature, eh bien, ils ne se réunissent que pour pêcher des saumons autour des grands lacs, et ce en période hivernale. Voilà la raison pour laquelle la cohabitation au sein même de notre royaume pourrait s'avérer délicate. Ce sont des aigles de très fort tempérament. Vous avez certainement dû les entendre pousser ce petit cri très distinctif. Ils symbolisent la revendication de leur territoire, ou bien encore parfois la capture d'une proie. Et les proies des pigargues sont bien souvent des poissons, ce sont des aigles pêcheurs. Grâce à ce point d'eau qui se trouve juste en face de nous, les fauconniers vont tenter de nous le prouver. C'est Aquila, une forme de pigargue à tête blanche, qui, si elle le veut bien, va pêcher pour nous. Et c'est une jolie pêche. Bravo, Aquila. Nous allons bien sûr lui laisser le temps de déguster sa proie, qu'elle l'a bien méritée. Et ensuite, nous patienterons encore un instant, afin qu'elle rejoigne le point de son fauconnier. Dans un premier temps, bien sûr, les passerelles, afin qu'elle y reprenne son élan. Et la voici rendue à bon port. Merci à tous, ainsi qu'à vos magnifiques pigargues. Et poursuivons maintenant avec de plus petits oiseaux que vous connaissez peut-être. Ils survolent parfois nos contrées, nos campagnes surtout. Et ici, ils vont arriver de toutes parts. Ce sont des milans royaux et des milans noirs. Ils se nourrissent de poissons, eux aussi, d'oiseaux morts, de batraciens et de rongeurs. Ce sont de grands opportunistes. Ils vont donc parfois se repaître de déchets sur les décharges publiques. Mais admirez surtout avec quelle adresse ils utilisent leur serre pour porter leur nourriture au bec en plein vol. Et les milans ne sont plus seuls, ils ont été rejoints par de petits vautours. Au plumage noir et à la tête rouge, des vautours aura. Plumage marron et tête rosée, des vautours néo-front. Vêtu de noir de la tête aux pieds, un vautour urubu à tête noire. Et le petit oiseau coloré, bruyant et surtout très intelligent, qui peut-être viendra se poser près de vous, est un caracara. N'ayez pas peur de lui, il ne vous veut aucun mal. Par contre, je vous demanderai de bien vouloir cacher toute forme de nourriture dans des sacs bien fermés. Je pense notamment aux paquets de pop-corn et de gâteaux. Et tandis que tous volent au-dessus de nous, il est maintenant temps d'accueillir les plus grands d'entre tous. On leur prête souvent mauvaise réputation, mais l'ont-ils vraiment mérité? Eh bien, à vous de me le dire. Voici les vautours. Vautours fauves,
les éboueurs de la nature. Ils possèdent donc tous un bec très puissant et il leur permet d'ouvrir le cuir des carcasses de leurs proies. Ceci étant dit, ils n'ont pas de serre, seulement des ongles aux doigts, et ils sont donc incapables de les emporter. Les vautours sont certes très impressionnants, je vous l'accorde, mais n'ayez pas peur. Ce ne sont pas de cruels prédateurs, comme on l'imagine souvent à tort. En réalité, ces oiseaux ne donnent pas la mort, ils ne font que la suivre. Ensuite seulement, ils en effacent les traces. Je vous laisse bien sûr admirer ce magnifique ballet aérien, car à présent, Majesté, ne soyez pas triste, mais tous vous ont été présentés. Des plus petits aux plus grands, des plus paisibles aux plus puissants, tous ces magnifiques rapaces s'envolaient dans notre royaume pour votre plaisir, et je m'en réjouis, il semblerait qu'il vous ait rendu le sourire. Alors, chers concitoyens, rejoignons notre souverain, et d'un même élan, saluons le peuple du vent. Présenter les compagnies qui ont participé à ce spectacle. Les cavalières, tout d'abord Mesdemoiselles Elisabeth, sur Cyclope, et France, sur Kiski, tout en haut des passerelles, Anaïs, Damien, Simon, Joanne et David. Et bien sûr, n'oublions pas notre roi du jour, Sa Majesté Jessie. Merci, Majesté. Nous espérons que vous avez passé un moment agréable à notre compagnie et que cette journée de découverte aux Eaux d'Amnéville vous invite à mieux apprécier le monde animal et nous avons besoin de vous pour le protéger. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Bonne fin d'après-midi aux Eaux d'Amnéville et à très bientôt.